Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis, on me tend le micro, donc je suis très honoré d'être ici parmi vous. Je suis également extrêmement heureux de participer donc à ces rencontres des cardiologues du Sud et à cette première journée d'échocardiographie. Je souhaite bien entendu qu'elle se passe de la meilleure façon et que, eh bien, il y ait des deuxième, troisième, quatrième journées d'échocardiographie. C'est un sujet, bien entendu, qui est au cœur de la cardiologie, hein, on en parlait hier, c'est le prolongement de l'examen clinique, c'est complémentaire avec toutes les techniques d'imagerie qui sont actuellement à notre disposition. Voilà, alors nous avons déjà pris un petit peu de retard. Donc avec les modérateurs que vous connaissez, qui sont à côté de moi, nous pensons qu'il est temps de démarrer cette session. Et donc on va demander bien sûr aux différents orateurs de respecter leur temps de parole afin de ne pas trop modifier les horaires qui nous sont proposés. Donc on va dans un premier temps, la première partie de la matinée est consacrée à l'évaluation donc des valvulopathies. Et je vais dans un premier temps appeler le professeur Aoud de Rabat pour nous parler donc de l'insuffisance aortique. Merci. Bonjour à tous, mes chers amis, mes chers confrères, messieurs les modérateurs. Donc, merci tout d'abord au comité d'organisation de m'avoir convié à participer à ces journées d'échocardiographie, ces premières journées. Et merci aussi de m'avoir associé donc à participer à cette session qui m'est très chère, qui est relative donc aux valvulopathies. Donc dans un premier temps, on va s'atteler donc à essayer de voir des situations un peu particulières où la quantification de l'aorte ou de la fuite aortique n'est pas toujours aisée. La difficulté en fait, c'est de se dire est-ce que la fuite aortique est sévère. Pourquoi la fuite aortique est sévère dans une situation particulière? Parce que c'est la sévérité de la fuite aortique qui, dans un grand nombre de situations, va conditionner une indication opératoire. Et on se basera pour la quantification de la fuite aortique sur un certain nombre de paramètres qui, comme on va le voir, ne sont pas très charge dépendantes, à savoir une vena contracta et essentiellement donc des paramètres Doppler couleur se basant sur l'évaluation de la surface de l'orifice régurgitant et de volume régurgité par l'étude de la zone de convergence. Un élément très important également, c'est le retentissement sur le ventricule gauche, l'importance de dilatation et de la dysfonction du ventricule, et dans certains cas particuliers, et je vous montrerai certains exemples, ne pas méconnaître l'évaluation de la fraction de régurgitation qui ne rentre malheureusement dans la quantification de la fuite aortique que dans les recommandations américaines. Les recommandations européennes, quand on voit la slide qui est projetée devant vous, cette fraction de régurgitation a été occultée dans les dernières recommandations et qui ont été conduites par Patricio Lancelotti. Il n'y a pas que des situations difficiles, bien heureusement, il y a des situations qui sont faciles et on n'a pas besoin de tous ces paramètres pour apprécier l'importance de la fuite aortique. C'est des situations qui existent. Vous voyez ici un patient de 38 ans qui faisait du triathlon et qui est venu parce qu'on a découvert de façon fortuite un souffle. Et vous voyez d'ores et déjà que lorsque l'on zoome sur la valve aortique, on voit bien qu'il existe un défaut de coaptation et un capotage complet de cette fuite aortique chez ce patient qui était porteur d'une bicuspidie jusque-là méconnue. Donc, quand on est devant ce genre de situation, il est clair que l'on n'a pas besoin de tous les paramètres de quantification pour dire que la fuite est difficile et est importante, ce d'autant que le ventricule gauche est très dilaté, vous avez un diamètre à 70 mm de mercure avec un volume télédiastolique au-delà de 200 ml. Des situations qui sont relativement aussi faciles,
mais un peu plus délicate. Vous voyez ici donc une jeune personne de 30 ans qui est connue porteuse d'une valvulopathie rhumatismale avec des antécédents d'angine à répétition. Vous voyez ici donc un épaississement ou un remaniement valvulaire aortique avec une fusion commissurale. Vous voyez bien ici que le jet d'insuffisance aortique est central. Donc il est aisé de mesurer dans ces situations particulières une vena contracta. Et nous avons pu avoir de façon relativement aisée accès à la zone de convergence qui peut se faire aussi bien en incidence parasternale gauche grand axe qu'en incidence apicale, soit en baissant la ligne d'aliasing vers le bas dans le cas de la parasternale gauche grand axe, ou en montant la ligne d'aliasing vers le haut dans l'incidence apicale syncavité. Et donc là, on est dans des situations relativement faciles pour apprécier le degré de sévérité de la fuite aortique. Et je vous rappelle ici sur cette slide comment on mesure la surface de l'orifice régurgitant par l'étude de la zone de convergence. Donc en mesurant ce rayon R, en faisant attention à cette vitesse d'aliasing et en mesurant une vélocité de la fuite aortique en Doppler continue, en s'assurant bien évidemment que l'enveloppe spectrale de la fuite aortique est de bonne qualité et que la vélocité est au moins supérieure à 4 mètres par seconde. Des situations un peu plus difficiles, bien qu'on ait accès donc à une belle zone de convergence, des situations difficiles où il faut faire attention, il ne faut pas prendre en considération les complexes post-extrasystoliques. Dans le cas des fibrillations auriculaires, bien évidemment, comme dans toutes les valvulopathies, il faut faire un appariement des cycles en mesurant les différents espaces RR. Et bien évidemment, et vous en avez déjà parlé, ici vous avez une mauvaise enveloppe spectrale, donc du flux d'insuffisance aortique en Doppler continu. Donc là, il est utopique de vouloir mesurer donc un intégral temps-vitesse donc du flux d'insuffisance aortique pour pouvoir accéder donc au volume régurgité. Donc dans des situations particulières, il faut savoir faire attention et surtout ne pas rendre des valeurs qui semblent erronées. Donc jusque-là, la vie était belle, la situation était relativement facile, bien qu'émaillée de certaines petites complications, à savoir la fibrillation auriculaire, le ligéminisme ou les extrasystolies fréquentes. Des situations plus difficiles où on se cogne un peu la tête contre le mur, c'est quand le Doppler couleur fait défaut. Alors là, comment s'en sortir? Là, on est encore une fois devant une bicuspidie, avec un jet excentré. Donc difficile de pouvoir mesurer une vena contracta. Et il faut essayer, dans ce cas particulier, de s'atteler à bien avoir une zone de convergence et essayer d'en sortir quelque chose en essayant donc d'utiliser toutes les voies possibles, en particulier la voie apicale. Deuxième situation, c'est un autre patient qui a une autre bicuspidie avec un jet complètement excentré, latéralisé, longeant la valve mitrale antérieure. Donc là, on n'a pas grand-chose à mettre là-dedans. On ne sait pas trop comment faire. Ici, c'est un jet, toujours chez le même patient. Voilà. On a un jet qui est excentré, qui tourbillonne. On essaie vainement de dégager une zone de convergence en incidence apicale syncavité. Une situation aussi qui n'est pas facile, c'est le cas des doubles G. Vous avez un patient, ici, qui manifestement a une fuite aortique, mais rapidement, elle bifurque en deux G. Vous avez un G qui longe la valve mitrale antérieure et un G qui longe le septum interventriculaire. Donc là, comment mesurer une vena contracta? Faut-il mesurer une zone de convergence? Faut-il essayer de dégager deux zones de convergence? Ça, c'est des situations qui sont pas très, qui sont pas rares. Elles sont pas très fréquentes, elles sont pas rares non plus. Donc, dans ces cas-là, quand le Doppler couleur
des défauts, et surtout quand il existe une valvulopathie associée, une dysfonction ventriculaire, un trouble du rythme, je vous laisse donc méditer et à essayer de trouver une solution. Alors chez ce patient, on a été un peu sauvé par le gond, donc on n'a pas mesuré de la contracta, pas de zone de convergence en parasternal gauche-cortex, donc on a pu avoir, mais il faut être vraiment patient et avoir une certaine dextérité, donc on a pu mesurer ici une zone de convergence et qui nous a un petit peu guidé ou orienté vers l'évaluation de cette fuite aortique. Alors des cas vraiment où vraiment c'est très difficile, vous voyez ce genre de patient, il y a un ventricule qui paraît modérément dilaté, la pression systémique paraît conservée, et là vous avez un jet comme ça, complètement éparse, donc on voit rien. Là aussi, en fin de qualité, on n'arrive à rien dégager, et donc comment quantifier cette fuite? Ça paraît relativement difficile. Donc là, on a pu sortir les zones de convergence. Et c'est dans ces situations particulières où il faut essayer de faire une évaluation de la fuite aortique par le calcul de la fraction de régurgitation, mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, parce que la fraction de régurgitation est basée sur le calcul des débits, aussi bien le débit mitral et le débit aortique, en l'absence de fuite mitrale associée. En sachant que l'évaluation du débit mitral, c'est pas quelque chose de facile, c'est même difficile, et pour mesurer tous les paramètres de débit, là aussi on peut se tromper parce que chacun des débits fait appel à la mesure d'au moins 3 paramètres, à savoir un diamètre de chambre de chasse, unité vaisseaux aortiques et fréquence cardiaque. Donc il ne faut pas, dans ces situations également, méconnaître donc le recueil d'un reflux télédiastolique dans la crosse qui nous est bien utile dans des situations particulières, ça rend de grands services, donc ce reflux télédiastolique dans la crosse, tout en connaissant les limites de ce reflux, à savoir les bradycardies excessives, les tachycardies ou les shunts aortopulmonaires. Bien sûr, évaluer donc l'importance de la dilatation du ventricule gauche, donc ça c'est important, donc les volumes télédiastoliques, et essayer autant que faire que peu de recueillir, pourquoi pas, un flux dans l'aorte abdominale. Alors une autre situation où c'est difficile donc d'évaluer une valvulopathie, que ce soit une fuite aortique ou toute autre valvulopathie, c'est l'existence d'une dysfonction ventriculaire gauche et c'est le polyvalvulaire. Donc là, je vous montre le cas d'un patient qui, vous voyez, a une dysfonction ventriculaire gauche manifeste. Il a un anévrisme de l'aorte ascendante et il a une fuite aortique sur des valves qui sont relativement saines, pas très remaniées. Donc dans ces situations particulières, la quantification est importante. Alors faut-il se contenter d'un geste sur l'aorte ou faut-il faire un geste, quel que soit le geste, sur la valve aortique? Donc cela, on ne peut pas répondre à cette question si on n'est pas vraiment sûr de l'évaluation de cette fuite qui, à vue d'œil, on ne sait pas si elle est importante ou si elle n'est pas importante, parce qu'on n'arrive pas à dégager l'origine et qu'elle bifurque. Voilà ce qu'on a en parasternal gauche. Et là, c'était encore plus difficile qu'il avait, comme vous le voyez, tout à fait toutes les structures de palettage ventriculaire et il avait une fuite mitrale associée. Donc ça, c'est des situations difficiles. Et là, vous avez un autre patient. Voilà. Une situation, c'est encore plus complexe. Vous avez un patient qui a une valvulopathie mitrale, au moins sténosante cliente. Vous avez une autre valvulopathie aortique sténosante et cliente. Un degré de dysfonction ventriculaire gauche. Et on n'est pas aidé par le docteur Fuller pour voir ce qu'il faut faire sur cette valve aortique. On dirait là, il y a une sténose prédominante, donc dans tous les cas, le problème ne se pose pas. Mais supposez
s'il n'existait pas les sténozoartiques associés et qu'on était des chutes comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas trop. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument rechercher des paramètres non charge dépendants, en particulier, donc s'atteler, encore une fois, à mesurer cette fameuse zone de convergence. Et il faut prendre l'habitude de le faire. On a pris l'habitude de le faire pour l'évaluation de la fuite mitrale. Il faut absolument prendre l'habitude de le faire également pour les fuites aortiques, parce que cela peut rendre de grands services. Et je vous rappelle que c'est un paramètre qui reste valide en cas de sténose aortique associée et en cas de fuite mitrale associée, en cas de dysfonction rigide, il n'est pas charge dépendante. Alors, quand on se heurte vraiment à un certain nombre de difficultés, on ne voit rien, faut-il faire d'autres techniques d'imagerie? L'échographie transœsophagienne, quand l'échogénicité du patient n'est pas suffisante, il ne faut pas hésiter à la faire. Il ne faut pas hésiter à la faire. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander d'autres techniques d'imagerie, en particulier une résonance magnétique, pour essayer de mieux quantifier ce flux. Sachez que la résonance magnétique est une indication de classe 1 chez les patients qui ont une échogénicité moyenne ou chez lesquels on n'arrive pas à statuer sur le degré de sévérité de la fuite. Et cette imagerie par résonance magnétique va également nous aider à apprécier bien sûr les volumes systoliques, les volumes diastoliques et la fraction d'éjection du ventricule gauche. Est-ce que la résonance magnétique va nous sortir d'affaire? Dans tous les cas, certainement pas, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'une technique est supérieure à une autre. C'est une technique qui va nous aider donc dans la quantification de cette fuite par le calcul justement de cette fraction de régurgitation qui est si difficile à calculer en échographie transthoracique. Mais sachez que en fonction des séries, donc la fraction, le chiffre seuil de fraction de régurgitation qui permet de statuer entre une fuite aortique modérée et une fuite aortique sévère n'est pas complètement élucidé. C'est-à-dire que pour certaines séries, une fraction de régurgitation supérieure à 30% est en faveur d'une fuite aortique sévère, alors que pour d'autres séries, la fuite aortique n'est considérée comme étant sévère que lorsque la fraction de régurgitation est supérieure à 50%. Donc là aussi, on peut avoir des éléments d'orientation. Dans des situations où c'est vraiment difficile, c'est un staff médico-chirurgical qui va pouvoir statuer sur l'importance de la fuite et sur une éventuelle indication opératoire. Donc, en guise de conclusion, donc la fuite aortique est souvent facile donc à évaluer, mais elle est difficile à quantifier quand la couleur n'est pas toujours très exploitable. Et donc, on souligne l'intérêt d'une évaluation multiparamétrique, en particulier en cédant une fraction de régurgitation, par l'insuffisance, par l'étude par l'IRM, qui peut aider à la quantification, mais on a en IRM un seul paramètre, qui est la fraction de régurgitation, dont les seuils ne sont pas encore bien standardisés, mais qui va aider au calcul des volumes, de la fraction d'éjection et l'appréciation des différentes dimensions de l'aorte thoracique. Et je vous remercie.